Qu'est-ce qui fait vraiment tourner l'économie sur le long terme? Qu'est-ce qui crée la prospérité? Pendant des décennies, les économistes ont cherché une sorte de recette, une formule presque magique. Et une idée brillante a semblé tout expliquer. Mais la réalité, comme souvent, elle racontait une toute autre histoire. Voilà la question pleine d'optimisme que les premières théories de la croissance ont essayé de résoudre. L'idée était vraiment séduisante. Si ce sont les idées qui sont le moteur de la croissance, alors plus on met de chercheurs, plus on a d'idées, et donc une croissance infinie. Logique, non? Mais est-ce que c'est si simple? Alors, voici le parcours qu'on va suivre. On va commencer par la promesse de cette théorie si élégante. Puis on verra la découverte d'une faille, une faille cruciale. Ensuite, on regardera comment le modèle a été corrigé, avant d'explorer une vision complètement différente de l'innovation. Et à la fin, on comparera ces deux grandes approches modernes de la croissance. Au début des années 90, un modèle économique est venu tout bousculer. Il suggérait que les gouvernements avaient entre les mains la clé pour accélérer la croissance, et ce, de façon permanente. L'ingrédient secret? Les chercheurs. C'est ce qu'on a appelé un effet d'échelle. La logique paraissait imparable. Si la recherche produit de nouvelles idées et que les idées créent de la croissance, alors il suffit d'augmenter le budget de la recherche pour augmenter mécaniquement le taux de croissance de l'économie. Et pas juste un peu, non, de manière permanente. Mais voilà, une théorie, aussi belle soit-elle, doit toujours passer l'épreuve des faits. Et c'est là que le mystère commence. Parce que les données empiriques, elles ne collaient tout simplement pas avec les prédictions du modèle. Et là, on est au cœur du problème, parfaitement illustré par les chiffres de l'époque. Entre les années 50 et la fin des années 80, la part des chercheurs dans la population a été multipliée par 3. C'est énorme. Selon la théorie, le progrès technique aurait dû exploser. Or, en réalité, il est resté remarquablement constant. Il y avait donc bien quelque chose qui clochait. Cette citation de l'économiste Charles Jones, elle résume tout. Le fameux effet d'échelle prédit par le modèle, on ne le voyait tout simplement pas dans le monde réel. La belle machine théorique était en panne. Il fallait trouver comment la réparer. Et c'est ici que Jones arrive avec une solution vraiment élégante. Plutôt que de tout jeter, il a ajusté le modèle pour qu'il colle mieux à la réalité. Et ça a introduit une vision beaucoup plus nuancée, et au final, plus solide de la croissance. Le concept clé, c'est celui de la croissance semi-endogène. En gros, l'idée, c'est que la croissance est toujours générée de l'intérieur, par les choix des gens, mais que les leviers d'action des gouvernements sont plus limités qu'on ne l'imaginait. Alors, c'est quoi la différence cruciale? Elle tient en deux concepts, l'effet d'échelle et l'effet de niveau. D'un côté, on a l'effet d'échelle, où une politique de recherche crée une pente de croissance plus forte, pour toujours. De l'autre, l'effet de niveau. Là, la même politique provoque une accélération, oui, mais une accélération transitoire. L'économie devient plus riche, certes, mais sa vitesse de croisière à long terme, elle, reste la même. Et voilà le point vraiment contre-intuitif. Dans ce modèle corrigé, le moteur ultime de la croissance à long terme, ce n'est pas une décision politique, c'est la croissance de la population. Plus de gens, ça veut dire, à terme, plus de cerveaux pour trouver de nouvelles idées. Et c'est ça qui maintient le progrès en marche. Les politiques publiques ne sont pas inutiles, attention, mais leur impact, c'est de nous rendre plus riches, pas de nous faire grandir plus vite pour l'éternité. Bon, maintenant, changeons complètement de perspective. Jusqu'ici, on a vu l'innovation comme un processus d'accumulation. Chaque nouvelle idée vient s'ajouter aux anciennes. Mais et si l'innovation, c'était plutôt un combat? C'est l'intuition fondamentale de l'économiste Joseph Schumpeter. Pour lui, l'innovation, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un processus de destruction créatrice, où le neuf vient chasser l'ancien et le rendre obsolète. Ce cycle, il est vraiment au cœur des modèles qu'on appelle schumpeteriens. C'est une course sans fin. Des chercheurs s'affrontent pour trouver la prochaine grande idée. Le vainqueur, il gagne un monopole temporaire, une récompense. Mais il sait déjà qu'il est la cible de la prochaine vague d'innovateurs. Et cette vision, elle change tout. Elle introduit la notion de risque. Pour un innovateur, le danger, ce n'est plus seulement de ne pas trouver d'idée, c'est aussi que son idée soit très vite dépassée par une autre. Ça implique qu'une économie qui connaît une forte croissance pourrait aussi être une économie avec plus de turbulences, plus d'entreprises qui ferment, plus de changements sur le marché du travail. On se retrouve donc avec deux visions modernes et assez sophistiquées de la croissance. D'un côté, le modèle corrigé de Jones, où le savoir s'accumule tranquillement, et de l'autre, le modèle schumpeterien, où le savoir se remplace dans une course effrénée. Allez, mettons-les face à face. Ce qui est fascinant, c'est que malgré leurs énormes différences, ces deux modèles sont d'accord sur un point essentiel, l'impact des politiques publiques. Dans les deux cas, on parle bien d'un effet de niveau et non d'un effet d'échelle. Des gouvernements ne peuvent pas changer durablement le taux de croissance à long terme. Mais les mécanismes et les motivations derrière, eux, sont très différents. D'un côté, on ajoute des produits, de l'autre, on gagne une course tout en sachant que la victoire ne sera que temporaire.
Le point crucial à retenir, c'est donc celui-ci. Même si la destination, c'est-à-dire le taux de croissance de long terme, est la même, le chemin pour y arriver, lui, est différent. Selon que les innovateurs sont plus ou moins effrayés par le risque de voir leur invention devenir obsolète, l'effort de recherche, et donc le niveau de richesse de l'économie, ne sera pas du tout le même. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. Si le progrès économique implique forcément une forme de destruction, de technologie, d'emploi, d'entreprise, comment trouver le bon équilibre ? Faut-il protéger les acteurs en place, au risque de freiner la croissance, ou bien faut-il accepter cette turbulence comme le prix à payer pour la prospérité ? La réponse, vous en doutez, n'est pas simple.